Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à tous et à toutes. Leïla Copti, présidente de Copticom. Je vous souhaite la bienvenue à l'Agora métropolitaine 2021. Alors, l'Agora métropolitaine, c'est ce rendez-vous que la société civile et les élus du Grand Montréal se donnent aux 2 ans pour suivre l'évolution du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM, le PEMAD, qui a maintenant 10 ans. Alors, la formule est un peu différente cette année, pandémie oblige. Alors, on va avoir 6 rendez-vous avec des thématiques bien précises tous les vendredis matins pour les prochaines semaines, rendez-vous qui sont ouverts à tous. Et le thème d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, maîtriser la croissance urbaine. On aurait pu aussi écrire comment freiner l'étalement urbain à l'extérieur du territoire de la CMM. Il faut savoir que depuis 2012, avec l'entrée en vigueur du PEMAD, les 82 municipalités de la CMM ont adopté des mesures d'aménagement pour favoriser des milieux denses, encourager l'utilisation du transport collectif et assurer la protection des milieux naturels. Et les résultats sont au rendez-vous. Depuis 10 ans, une densification notable des périmètres d'urbanisation métropolitain est observée, ce qui permet vraiment d'optimiser l'espace disponible au développement et sans empiéter sur la zone agricole. Mais ces résultats, qui sont réalisés avec beaucoup d'efforts et d'investissements, pourraient être annulés si les municipalités et les MRC contigus de la région ne mettent pas, elles aussi, l'épaule à la roue. Et je nous invite à écouter ce vidéo préparé par la CMM qui met cette thématique en question. Le phénomène de l'étalement urbain s'est intensifié au pourtour de la région métropolitaine. De plus en plus de gens s'installent dans les municipalités limitrophes de la CMM, mais une forte proportion viennent pourtant y travailler. On estime à 100 000 le nombre de ces navetteurs, 94 % utilisent l'automobile pour se rendre au travail. L'augmentation du nombre de véhicules et des distances parcourues contribue à accroître la congestion routière, mais aussi les coûts d'entretien et de construction des routes, les émissions de GES, le temps de transport, le stress. Tout ça est encore accentué par la disparition de milieux naturels et de terres agricoles, la perte de biodiversité. À l'heure où le Grand Montréal et le Québec tout entier doivent effectuer un important virage écologique, il est essentiel d'aménager le territoire de façon responsable. Cela signifie optimiser l'espace disponible, augmenter la densité résidentielle, limiter le développement urbain à l'intérieur d'un périmètre. La communauté est déterminée à trouver des solutions pour freiner l'étalement urbain et l'utilisation de l'auto solo. Parmi ces solutions, la signature d'entente avec les MRC et municipalités situées au pourtour pour y développer le transport collectif. Donc, l'étalement urbain qui amène son lot d'enjeux qui sont tous exacerbés avec la pandémie. Les gens qui s'éloignent des centres urbains, tous les enjeux de sécurité alimentaire aussi qui sont ressortis et donc liés à la protection de nos terres agricoles
et la crise du logement qui s'étend de plus en plus sur le territoire. En contexte également, la consultation menée par la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, en vue de l'élaboration de la stratégie nationale d'aménagement des territoires du gouvernement du Québec. Alors, le Grand Montréal, qui regroupe une grande partie de la population du Québec, avec le PEMAD, on se pose la question, quel rôle le gouvernement doit-il jouer pour aider la CMM dans l'atteinte de ses objectifs? Et aussi, comment le PEMAD peut-il aussi inspirer le gouvernement dans sa future stratégie? Avant de démarrer les échanges et de vous présenter nos panélistes, je vous précise qu'on va vous poser des questions tout au long du webinaire et on vous invite à y répondre en grand nombre. On va, en temps réel, on va commenter les résultats au fur et à mesure de nos échanges. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos conférenciers d'aujourd'hui. Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Bonjour. Bonjour. Monsieur Marc-André Plante, maire de Terrebonne et membre de la commission du logement social de la CMM. Bonjour. Bon matin à tous. Monsieur Bruno Tremblay, maire de Beauharnois. Bonjour. Et Monsieur Guillaume Tremblay, maire de Mascouche, membre du conseil de la CMM et membre de la commission de l'environnement de la CMM. Le deuxième Tremblay, bonjour. Oui. Donc, écoutez, bienvenue à tous. On va commencer d'abord par le PEMAD comme tel, la maîtrise de la croissance urbaine. Quel bilan tracé de ces 10 années de mise en œuvre? Madame Plante, je commencerai avec vous. Maîtriser la croissance urbaine, freiner l'étalement urbain. Donc, en quoi le PEMAD nous aide là-dedans et surtout dans quel but on fait tout ça? Oui, merci beaucoup, Madame Copti. Et bien sûr, je tiens à saluer mes collègues. Très heureuse d'être avec vous, parler d'un sujet qui nous interpelle tous et toutes. Et moi, j'ai envie de débuter en disant que quand on va se parler du PEMAD, et je m'en réjouis parce que d'un point de vue, historiquement, les villes, on doit toujours trouver des nouvelles façons d'aller chercher des revenus, hein, parce que c'est ça le but on doit payer nos infrastructures, nos routes, nos parcs et tout ça. Et ça met beaucoup de pression sur les municipalités et les villes, ce qui fait que souvent, on va jouer pas une contre l'autre, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et la force du PEMAD et la force de la CMM, c'est d'avoir réussi à travailler, à développer un consensus, une entente, je dirais, sociale, collective, pour réfléchir au-delà de nos intérêts ou de nos besoins spécifiques, comment est-ce qu'on fait pour avoir une vision globale? Et ça, je tiens à le dire à quel point c'est fort, parce que de réunir 82 municipalités avec des réalités très différentes, certaines municipalités qui sont à 90% agricoles versus des grandes villes en plein développement, je pense à mes collègues Tremblay et Plante, et encore, ou chez nous à Montréal, où, bien sûr, on a des enjeux très spécifiques à une métropole, c'est un tour de force. Et donc, le PEMAD, je pense que le but, ce qu'on souhaite présentement dans cette grande conversation sur l'aménagement du territoire à l'échelle du Québec, c'est de dire aux décideurs, à ceux et celles qui nous écoutent, j'ai eu le plaisir d'être à l'Ordre des urbanistes il y a à peu près 2 semaines, quelle conversation intéressante, de se dire, donnons-nous les moyens collectivement de pouvoir trouver des ententes. Des ententes pourquoi, au final? Et si je vais aller sur votre question, Mme Copti, pourquoi on fait ça, le PEMAD? Bien, justement, c'est pour pouvoir développer nos collectivités, développer nos villes, mais de façon intelligente, de façon responsable, de façon durable. Et pour ce faire, ben, il faut avoir des règles qui vont qui vont nous permettre de densifier. Hein, c'est ça, souvent, quand on parle de limiter l'étalement urbain, c'est de densifier de façon intelligente avec le contexte qui nous est propre selon notre municipalité, de passer du modèle de la maison unifamiliale à un cadre plus dense, mais qui est aussi connecté au transport collectif. Et c'est ça du développement intelligent. C'est de se dire, ben là où on va mettre plus d'habitants, ben il faut qu'il y ait une offre de transport collectif et actif intéressant. Sinon, ben, on est voué à aller vers le modèle du développement maison unifamiliale, voiture, et on voit les impacts que ça a. Et le PEMAD, qui a été, ça fait 10 ans,
qui a demandé beaucoup de temps et d'énergie. Et je remercie l'ensemble de mes collègues. Je n'y étais pas pendant le développement de ce PEMAD, mais nous en tirons les bénéfices maintenant. Alors, je tiens vraiment à saluer celles et ceux qui étaient là avant nous. Je pense entre autres à notre collègue Chantal Deschamps qui a été aux premières loges, qui a travaillé très fort. Alors, c'est autant de maires et de mairesses qui ont cru à cette vision-là. Et donc, se donner une vision, se donner des outils, ça aussi, c'est important. Autant pour densifier, comme je le disais, développer des pôles de transport, protéger nos terrains, nos espaces verts, mais également protéger les zones agricoles parce que dans la CMM, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup, comme je le disais, de territoires qui sont essentiellement agricoles. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'ai envie d'entendre mes collègues. Moi, ce que j'avais surtout envie, c'est de célébrer cet accomplissement qui est fort. Une fois aux 5 ans, on revoit notre PEMAD. À tous les 2 ans, on a des conversations parce que oui, il faut s'adapter, il faut pouvoir entendre les enjeux. Mais le fait qu'on ait pu s'entendre entre maires, mais aussi faire s'assurer que la population adhère, donc d'avoir fait des forums, d'avoir fait des assemblées pour que la population comprenne le PEMAD, pour moi, c'est un grand accomplissement et j'espère ardemment que le gouvernement du Québec, entre autres, qui dirige ces travaux-là, va pouvoir s'inspirer du travail du PEMAD. Et nous, à titre de présidente, mais l'ensemble de mes collègues, on est tout à fait disposés, bien sûr, à travailler avec le pourtour. Hein, ça, c'est nos voisins immédiats qui n'ont pas les mêmes règles, mais au final, il faut avoir les mêmes objectifs. Et de là, l'importance de cette conversation. Merci. Merci, Madame Plante. Donc, des objectifs communs et une collaboration avec, vraiment, c'est le fruit, je crois, avec l'écoute énormément qu'il y a eu et le travail, effectivement. Monsieur Marc-André Plante, je m'adresse à vous. Pour les municipalités des Couronnes, Terrebonne, on se rappelle, il y a 10 ans, vous n'étiez pas à la même place. Comment le PEMAD a transformé votre façon de concevoir l'aménagement? Et aussi, qu'est-ce que vos citoyens y gagnent depuis les 10 dernières années? D'abord, merci donc la communauté métropolitaine de Montréal de tenir un forum et d'aborder cet enjeu-là 10 ans plus tard. Je joins aussi ma voix à ma collègue mairesse de Montréal pour saluer le courage, mais surtout le leadership politique de nos prédécesseurs qui ont amené l'élaboration du PEMAD dans la région métropolitaine. Il faut se rappeler qu'à l'époque, tout ne faisait pas consensus et il y avait aussi de la réticence parmi au sein des villes même, que ce soit de la Couronne Nord et de la Couronne Sud, mais les gens ont fait preuve de courage et aussi de compromis pour trouver des solutions. 10 ans plus tard, il faut se le dire, la région métropolitaine ne serait certainement pas son développement et ses façons de faire ne seraient pas là où ils le sont aujourd'hui sans le PEMAD. Nos villes ont tous dû s'adapter, ont tous donc mis en place différentes solutions pour justement davantage densifier, valoriser le transport collectif, protéger le maximum d'espace vert sur nos territoires. Maintenant, si on tire un certain regard, puis vous avez parlé de nos citoyens, je tiens quand même à dire que 10 ans plus tard, nos citoyens sont quand même toujours un peu surpris, voire même un peu perplexes. Vous savez, dans une ville comme Terrebonne, puis mon collègue de Mascouche en fera certainement état, nos gens sont encore surpris de voir des tours d'habitation de 20, 30 étages levés de terre en plein cœur de Terrebonne. Les gens se disent, OK, mais c'est quoi notre développement à venir? Donc, il y a vraiment une transition pour laquelle je tiens quand même à souligner où nos citoyens n'ont pas nécessairement toujours été associés. Aujourd'hui, on est à l'Agora Forum. On est probablement tous convaincus de l'importance de l'action des municipalités de la communauté métropolitaine de Montréal. Mais malheureusement, je suis obligé de dire qu'il y a encore de la résistance au sein de nos citoyens et pas de la résistance qui est de la résistance au changement, mais plutôt de l'incompréhension de certaines décisions en matière d'aménagement. Je veux le souligner parce que des fois, on a l'impression qu'il y a un certain écart
entre la vision, les décideurs, ceux qui élaborent les plans de développement un peu partout dans la région métropolitaine. Il y a aussi une certaine forme d'incompréhension parce que dans les couronnes, par exemple, nord, moi, chez nous à Terrebonne, ben, les gens, ils sont capables de voir des deux côtés de la clôture, dans la région métropolitaine, puis juste l'autre côté de la région métropolitaine, puis ils s'aperçoivent que les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Ils s'aperçoivent que les contributions au transport collectif ne sont pas les mêmes. La contribution, justement, à ces projets d'aménagement et le départage métropolitain, parce que la CMM met en place des programmes de protection des espaces verts, soutient différents projets, même d'acquisition. Alors, bien sûr, je pense qu'il faut le dire, après 10 ans, on a encore un défi d'expliquer à nos citoyens et de les faire embarquer dans le train pour faire un jeu de mots avec le transport collectif. Maintenant, pour une ville comme Terrebonne, qu'est-ce que ça a changé? Il y a 15 ans, 85% des permis qu'on émettait, c'était pour des maisons unifamiliales. Aujourd'hui, c'est moins de 5%. Wow! OK. Ça, c'est un petit changement. C'est tout un changement de culture. On se comprend pourquoi les citoyens se posent des questions. Oui, d'accord. Il s'est passé quelque chose en 15 ans oui. et donc, ça modifie et ça transforme nécessairement la trame urbaine de nos villes. Et je pense qu'on va avoir aussi de grands défis parce que l'actuelle pandémie, je vais y revenir un peu plus tard, certainement dans d'autres questions. On va revenir. A changé bien des choses depuis un an et ça va nous amener à réfléchir, j'en suis convaincu, différemment dans la région métropolitaine. Voilà. Merci. Mon Dieu, ça met la table pour la suite, vraiment. On parle ici de sensibilisation beaucoup et puis d'arrimage aussi avec nos voisins, avec des changements qui ont été faits rapidement. Donc, évidemment, ça bouscule aussi. Donc, tout un changement de culture. Très intéressant. Monsieur Tremblay, Bruno Tremblay, oui, je vais aller avec vous. Le PEMAD, avec la collaboration entre les municipalités de la CMM, le plan de match commun, vraiment, qu'est-ce que vous y voyez? Quel gain vous voyez de tout ça depuis l'arrivée du PEMAD, cette concertation, cette entente qu'il y a maintenant avec les 82 municipalités? Bien, dans un premier temps, je vous dirais, il faut partir de la réalité de Beauharnois, qui était la ville du Far West et qui est maintenant devenue uniquement dans l'Ouest. Donc, on s'est rapproché vraiment au niveau de la CMM et dire qu'à l'origine de la CMM, Beauharnois n'en faisait pas partie. C'était uniquement le secteur de Maple Grove. Donc, on a joint la CMM suite aux fusions. Et écoutez, les gains, tantôt, c'était abordé un peu la protection du territoire agricole. Nous, le territoire juste de Beauharnois est composé aux 2/3 du territoire agricole. Donc, on a toujours considéré que c'était excessivement important de le protéger. Il y a eu plusieurs demandes déjà de faire du dézonage. On n'en était pas à cette étape-là. On avait encore des domaines à construire. Mais le PEMAD a amené vraiment une densification, ce qui est un phénomène vraiment inconnu chez nous, compte tenu justement qu'on était vraiment à l'extrémité ouest et on était vraiment très retiré de ça. On est loin des 20 à 30 étages que Marc-André parlait tantôt. On a déjà juste un 6 étages et déjà ça crée une certaine vague. Les gens ont de la difficulté à s'approprier effectivement ce développement, ce type de développement-là. Il y a énormément de réticences, mais ce que les gens ne comprennent pas en parallèle, c'est que évidemment, le prix du fonds terrestre a effectivement énormément augmenté chez nous là, depuis les dernières années. Avec l'avenue de l'autoroute 30, justement, il y a une effervescence là, qu'on n'avait pas connue. Donc, ça nous amène vraiment au niveau des gains, bien, effectivement, ça nous amène à unifier un peu toutes nos politiques au niveau de nos plans d'aménagement. Et je pense que c'est drôlement important. J'ai encore une autre particularité. Beauharnois est la seule ville de notre MRC à faire partie de la CMM, ce qui crée des enjeux aussi largement différents. Donc, j'avoue que une petite MRC de 7 municipalités, 5 rurales, 2 urbaines, dont Salaberry de Valleyfield. Et c'est sûr que ça crée des dilemmes importants. On voit les développements autour. On se fait mettre en compétition avec ces domaines-là
constamment à dire, ben oui, mais regarde, à tel endroit, puis on fait encore de l'unifamilial, oui, et il va s'en faire encore aussi un peu chez nous, mais on retombe avec la notion un peu que Marc-André mentionnait tantôt. Je n'ai pas le pourcentage d'unifamilial qu'on donne au niveau des permis, mais c'est vraiment beaucoup, ça a énormément réduit ce qui était la norme jadis avec des terrains de jusqu'à 15 000 pieds carrés. Aujourd'hui, on se retrouve avec un tout autre phénomène. Et ce que les gens ont aussi de la misère à comprendre, évidemment, les endroits qui sont privilégiés, ce sont les abords du lac Saint-Louis, pour lequel on a énormément long de rive et qu'on développe autour de ça. Mais les gens voudraient qu'on fasse un parc linéaire de 8 km de long, qui est à peu près la longueur de Bois-Arnois. Ça marche pas, là, mais c'est ça. Il faut que les gens se l'approprient. C'est vraiment un travail de longue haleine. Donc, les gains sont là tant qu'à moi parce que c'est évidemment tout le développement des infrastructures urbaines. C'est le transport en commun qui nous touche particulièrement aujourd'hui, mais c'est aussi puis pour arriver au transport en commun, c'est d'arriver à créer des masses critiques. Donc, si on continue d'étaler, la masse critique, elle n'est pas là. Les gens rêvent de revoir un train à Bois-Arnois. J'ai pas de problème avec ça. Mais pour y arriver, il faut qu'on ait vraiment une densification qui aille avec. On ne peut pas faire un train pour une population de 13 000 citoyens, là. Donc, ça fonctionne pas. Il faut vraiment comprendre ça. Les gens me parlent du REM maintenant. Je veux bien, là, mais je ne penserais pas que le REM irait à Bois-Arnois pour 13 000 à cette étape-ci. Éventuellement, on va développer plus sur la Couronne Sud. Et il y a tout un travail aussi à faire au niveau du transport en commun autour de la Couronne Sud parce que, encore une fois, nous, on le vit uniquement sur, j'appelle ça du transport radial, là, donc c'est-à-dire qu'on se dirige uniquement vers Montréal, soit en Grignon, soit vers le terminus Mansfield au centre-ville. Mais il faut créer d'autres transports en commun. Dans les années 40, là, nos autobus qui partaient de Montréal, justement, faisaient une partie de la ruralité pour, justement, desservir la population. Aujourd'hui, c'est un lien direct et on a un nouveau phénomène, c'est qu'avec la venue de la loi sur le transport métropolitain, dont seules les villes de la CMM font partie, ben, ça fait en sorte que les villes au pourtour ben, peuvent se désengager de ça et on crée des systèmes, différents systèmes de transport avec des transferts, ce qui n'est pas souhaitable et ce que les gens ne souhaitent pas non plus. Je le vis actuellement et ça crée énormément de problèmes et énormément de pression. Énormément de pression de la part des citoyens, mais énormément de pression aussi sur la part du développement du transport collectif. Merci, M. Tremblay. On met vraiment la table pour la suite avec, c'est ça, cette masse critique qui est essentielle si on veut continuer de maintenir des services de qualité pour nos citoyens. On va développer là-dessus dans quelques instants. Monsieur Tremblay, je m'adresse à vous pour parler d'un bon projet de densification. Pour vous, c'est quoi? Et est-ce que vos citoyens sont dans le coup là-dessus? Parce qu'on a entendu chez M. Plante qu'il y a des questionnements. Alors, comment ça se vit par chez vous? Et puis aussi, comment c'est planifié? Ben écoutez, tout d'abord, permettez-moi de saluer Bruno, Marc-André et Valérie. Très content d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir discuter d'un sujet qui est important, hein, je pense qu'il faut se le dire. Et merci à la ministre aussi de mettre de l'avant une grande réflexion. Maintenant, j'espère qu'à terme, il va y avoir vraiment des choses concrètes là, qu'on va pouvoir sortir de là. Pour ma part, la réalité, Marc-André en a parlé un petit peu, une réalité terrain. Tu sais, Mascouche, on n'est pas Laval, puis on n'est pas Montréal. Hein, donc, quand on arrive avec une idée de faire un TOD, nous autres, le TOD était dans un ancien parc industriel qu'on est en train de reconfigurer. Pour faire une histoire courte, ma conjointe, elle étudiait en urbanisme et à un moment donné, elle avait son travail final à l'université. Quand je suis allé, il y avait un jeune qui avait fait son travail sur un TOD manqué et c'était sur Mascouche. Donc, je me suis présenté comme maire de Mascouche. C'était assez drôle comme situation. Oui. Mais il faut le reprendre au bon parce qu'il n'y avait pas assez de densification au pourtour de la gare. Maintenant, je peux vous dire, j'en suis très fier personnellement parce que je connais les grands principes. Puis tous les gens qui sont ici aujourd'hui, autour de la table ou plutôt autour de l'écran, je pense qu'ils sont vraiment au courant. C'est quoi mais la population en tant que telle,
il y a beaucoup d'éducation à faire. Et je vous le dis, on essaye le plus possible d'en faire localement, mais c'est pas évident. Marc-André disait tantôt, quand on arrive avec des tours, nous autres, c'est pas nécessairement des 30 étages, mais là, on en fait de 16 étages. Et les gens, ils disent, mais là, pourquoi, Guillaume, tu veux revirer comme Laval, comme Montréal? C'est pas ça. Là, on explique que, on travaille fort pour amener le REM, on travaille fort pour amener du transport en commun. Mais comme Bruno a si bien dit tantôt, si on va avoir du transport de qualité, ça prend justement cette densification-là. Et un premier message, moi, que j'aimerais lancer au gouvernement, si vous le permettez, c'est faites de l'éducation, s'il vous plaît, aidez-nous, parce que si on est juste les maires à aller de front, à parler de grandes tours, on n'atteint pas nos objectifs. Il faut vraiment faire beaucoup d'explications, beaucoup d'éducation aux gens pour qu'ils comprennent pourquoi que cette densification-là est importante. Puis, puis quand on se compare avec d'autres municipalités qui sont juste à côté de chez nous, pour ne pas la nommer, mais ça l'a fait beaucoup de l'actualité, la MRC juste à côté de chez nous, on voit qu'ils ont des latitudes énormes versus nous. Moi, je vais vous donner un exemple. Là, de la ville de Mascouche, j'ai payé une étude de circulation parce qu'on a beaucoup de circulation à l'interne dans la ville de Mascouche et j'ai un véhicule sur 4 en heure de pointe qui ne vient pas de ma ville, qui passe par chez nous. Donc ça, moi, j'ai bien beau d'investir massivement pour améliorer les routes de chez nous, mais si c'est tous les véhicules de l'externe qui passent chez nous, dans le fond, c'est Mascouche qui va payer pour débloquer les MRC voisines. Puis là, en plus, on vient juste de leur permettre plein de terrains de football à développer. Donc, c'est un non-sens. C'est de là, il faut vraiment revoir nos façons de faire. Puis là, je ne parle pas, comme mes collègues ont dit tantôt, qu'eux autres ne payent pas pour le transport en commun. Je pense qu'on connaît on connaît la chanson. Maintenant, on est ici pour s'en parler. Donc, merci beaucoup. Puis, je suis prêt à passer à la prochaine étape. Merci, M. Tremblay. Vraiment, cette notion d'éducation, c'est ça, elle est revenue plusieurs fois. Et puis, cette fuite en avant qu'on voit avec l'étalement, avec la congestion, on va y revenir dans quelques instants. Mais entre-temps, je pense qu'on a peut-être déjà des premiers résultats de la première question qui a été posée en ligne. Je ne sais pas si on peut les afficher. Donc, j'arrive pas à voir. Attendez, donnez-moi 30 secondes. Donc, est-ce que vous arrivez à voir ça? Le 42% là, des gens qui considèrent que l'aménagement de 43% de l'augmentation de la part modale du transport en commun devrait être l'objectif le plus important à relever de la prochaine décennie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça résonne pour vous? Moi, j'ai mal compris excusez-moi, je ne voyais pas la fiche. C'était quoi? C'était. La question, exactement, c'est selon vous, quel objectif du PEMAD représente le plus important défi à relever pour la prochaine décennie? Et c'est arrivé en majorité. C'est le transport collectif. L'augmentation de la part modale du transport en commun. Les autres choix sont la protection des milieux naturels, l'atteinte des seuils de densité, l'aménagement de quartiers TOD et la hausse des terres en culture qui arrive en tout dernier. Mais oui, je peux rapidement, effectivement, c'est le grand défi. Ça n'est un au niveau, parce que je pense qu'on dit tous la même chose que, entre autres, si on veut densifier, puis si on veut, M. Tremblay de Beauharnois le disait, là, Bruno le disait, le monde veut avoir un train, veut avoir du transport collectif, pardon, mais pour que ça soit intéressant, il faut qu'il y ait plus de monde parce que nécessairement pour qu'un transport collectif soit efficient, efficace et rentable d'une certaine manière, parce que c'est quand même pas donné. Il faut qu'il y ait une masse de population importante. Donc, les deux vont ensemble. Mais on comprend très bien que pour des gens qui décident de s'installer plus loin, si on veut que les gens s'installent dans la grande, à l'intérieur de la CMM, oui, il faut du transport collectif. Et ça a été complètement sous-évalué ou du moins... il y a eu de grands sous-investissements en transport collectif, là. Donc, moi, je vois d'un très, très bon œil qu'on pense à un REM dans telle ou telle couronne, qu'on puisse élargir, que notre transport de surface soit amélioré. C'est absolument essentiel. Ceci étant dit, il faut qu'on dise qu'avec cette nécessité de développer, il va y avoir l'aspect financier. Une question à laquelle tous les maires ici, maires et mairesses, on se pose toujours la question, comment allons-nous financer ce transport collectif qui est bien plus qu'une dépense, hein. C'est un investissement pour toutes les raisons qu'on vient de nommer, mais il faut avoir cette conversation-là en parallèle également avec le gouvernement du Québec sur non seulement payer le développement de nouveaux projets, mais aussi s'occuper de ce qu'on a déjà et qui doit être beaucoup plus efficace. Et
Je pense à l'électrification. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de municipalités qui doivent passer à l'électrique, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire. Il y a Guillaume. Merci, Madame ma présidente. Bruno, ensuite, c'est bon. Donc, si vous le permettez, tantôt j'en ai parlé, mais je pense que c'est important aussi que, tu sais, quand moi je vais parler de chez nous, là, puis je les adore, là, je ne veux pas faire du ciblage, mais on parle, mettons, de Saint-Lin, on parle d'autres villes au pourtour. Je veux dire, c'est pas normal qu'un citoyen de Mascouche paye beaucoup plus cher sur ses immatriculations pour le transport en commun, paye plus cher sur, par exemple, ses taxes municipales, puis que les citoyens juste à côté utilisent ces transports en commun parce que je suis d'accord avec le résultat du sondage, mais à un moment donné, il va falloir trouver de l'équité. Et ça. Je pense que c'est la job, ça va être la job du gouvernement aussi dans sa réflexion, de s'assurer d'avoir de l'équité à travers la région métropolitaine, mais aussi au pourtour de la région métropolitaine. Ça va être une grande réflexion, mais je trouvais ça important de le dire. Merci. Mais en termes d'équité, j'ajoute un élément. Vous en avez parlé tantôt, parler de la congestion chez vous, des voisins aussi. Ça aussi, c'est un des impacts du fait qu'il n'y ait pas d'entente commune. Donc, les impacts réels sur vos citoyens, nonobstant la qualité des services, mais là, ils sont pris plus longtemps dans leur bagnole. Clairement, et la journée qu'ils vont avoir une entente avec nous ou avec la CMM, mais ils vont pouvoir avoir des autobus qui vont partir de chez eux pour se rendre au train de banlieue ou au futur REM, comme Mme Plante elle a dit, un jour. Mais c'est ça notre objectif. Mais je pense que c'est ça le point important, il est là, donc de favoriser le navettage avec eux, mais légalement puis conformément aussi nous assurer qu'ils payent la juste part. Effectivement. Monsieur Bruno Tremblay, vous êtes sur le CA d'Exo aussi, le service de transport en commun pour les municipalités des Couronnes et MRC de l'extérieur. Vous devez être dans ce genre de questionnement pas mal tous les jours. Donc, les gens s'éloignent, les surcoûts, la masse critique qui n'est plus là, l'entretien du réseau. On a le cas récent de Valleyfield qui se retirait des ententes. Comment on va faire pour payer tout ça? Les citoyens qui perdent en service, comment vous voyez ça? Ben, en fait, Guillaume a parlé d'équité et effectivement, il y a un problème d'équité. Moi, je vais parler d'un autre problème, puis une solution qui vient avec ça, tant qu'à moi, c'est la solidarité. Il faudrait qu'à un moment donné, que ces villes-là qui ne sont pas directement impactées soient solidaires de ce développement-là. On ne peut pas passer à côté, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que tout le monde mette l'épaule à la roue. Je regarde le résultat du sondage, c'est bien beau, mais encore faut-il que, comme c'est souvent dit, que les bottines suivent les babines. Donc, pour arriver à ça, c'est sûr qu'on parle de la densification, mais il faut justement pour y arriver. Et quand on parle du développement, je le vois sur la Couronne Sud, environ 2/3 de la population ne se dirige pas vers Montréal, mais transite sur la banlieue sud. Donc, c'est un réseau important et vous le mentionniez, je siège au CA d'Exo, c'est dans les grandes préoccupations d'Exo d'être capable de développer justement le transport en couronne. Parce qu'il a toujours été orienté vers Montréal, c'était normal, c'était le grand centre. Mais aujourd'hui, il y a une autre réalité et ça vient avec la densification, justement. Donc, on est en train de créer une économie, on va l'appeler circulaire autour de Montréal. Et ça va faire en sorte, justement, que le transport doit lui aussi migrer dans ce sens-là. Donc, on le voit, là, il y a énormément de pression avec le développement du REM sur la Couronne Sud. Ça va exactement dans ce sens-là pour être capable justement de relier nos pôles, pour être capable justement d'y arriver. Mais je le réitère, Guillaume parlait de Saint-Lin, mais je pense que c'est ça qu'il va falloir aussi que nos municipalités au pourtour comprennent. Il faut être solidaire. On ne peut pas partir chacun avec la POC. Tu sais, c'est toujours le principe, seul je vais plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, on est rendu à ensemble, on va aller beaucoup plus loin. Et je comprends qu'on applaudit et je pense que c'est ce qui a guidé d'ailleurs le PMAD. C'est comme ça qu'on a des résultats aussi positifs après 10 ans. Et puis là, qu'il faudrait qu'on puisse élargir à nos voisins. Monsieur Marc-André Plante, on a suivi le dossier de Montcalm. On en a parlé à mots couverts tout à l'heure, qui est un peu le début. Après, il y en a d'autres aussi, mais c'est avec un dézonage de nos terres agricoles, la perte d'espace vert, un étalement
l'étalement urbain qui va à l'encontre d'à peu près tous les objectifs du PMAD. La crise du logement aussi qui s'étend. On fait quoi aujourd'hui là pour maintenir, renforcer la vitalité de nos centres-villes, maintenir cette sécurité alimentaire dans la région, garder nos terres et puis nos noyaux villageois? Et pour pas que les municipalités limitrophes détricotent ce que nous, on est en train de faire. Mais d'abord, d'abord aujourd'hui, je pense que dans la discussion, l'objectif, c'est pas de cibler qui, comment et de mettre finalement en opposition les municipalités de la CMM et les municipalités au pourtour. Je pense que le gouvernement du Québec a lancé une grande démarche de dialogue et il faut absolument qu'on ait tous et chacun une approche de collaboration et de coopération. Il faut abattre les frontières entre la CMM et les villes au pourtour. On est tous et toutes dans le même bateau. Ce que je veux dire, c'est que l'automobiliste, là, lorsqu'il se retrouve sur l'autoroute 15 ou sur la 25, ça reste quand même un Québécois qui vit, qui travaille probablement en grande majorité sur le territoire de la région métropolitaine. Ça, je pense qu'il faut tout de suite le comprendre parce que dans le débat de la dernière année, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de confrontations entre les municipalités de la CMM et je pense qu'il faut cesser cet élément-là. Il faut plutôt mettre en place des solutions. Ce qu'il faut, je pense, et mes collègues l'ont déjà dit, c'est l'équité. Il faut envoyer, je pense, puis il faut se donner de nouvelles règles. Des règles, pas seulement sur le territoire de la CMM, mais des règles qui vont aussi s'élargir sur l'ensemble et au pourtour de la région métropolitaine. L'enjeu du développement, on est tous interreliés. Aujourd'hui, il y a 200 000 travailleurs qui sont dans les parcs industriels de la Couronne Nord et donc qui ne vont plus, c'est plus cette image des gens de la banlieue qui vont travailler vers Laval ou Montréal. On a 200 000 personnes qui travaillent actuellement sur la Couronne Nord. C'est plus que Laval, c'est plus que l'agglomération de Longueuil. Alors aujourd'hui, la réalité du travail, la réalité des déplacements a grandement changé. Puis il va falloir aussi que le transport collectif s'adapte parce que les déplacements sont de plus en plus d'est en ouest et pas seulement nord-sud ou vers Montréal et Laval et ou Longueuil. Et ça, je pense que c'est un choc pour bien des gens parce qu'on n'avait peut-être pas vu ça venir dans la dernière décennie au plan économique, au plan social. Maintenant, quant au MRC du pourtour, il faut mettre de l'avant un certain nombre d'éléments. Les municipalités puis les MRC, où il y a 50% et plus des travailleurs qui viennent et qui font du navettage sur le territoire de la CMM, il faut qu'ils viennent contribuer aux structures de transport collectif. Nos infrastructures de la région métropolitaine accueillent déjà plusieurs municipalités au pourtour de Montréal. C'est une bonne nouvelle parce que c'est moins d'automobilistes, ça contribue à réduire les GES, mais maintenant, il faut les mettre, excusez de l'expression, mais dans le deal financier métropolitain. On fait tous partie du même bateau. Et ça, je pense qu'il faut faire la distinction entre joindre la CMM et contribuer à atténuer les effets, que ce soit de l'étalement urbain. L'autre chose aussi que je vais envoyer comme message aux gens qui nous écoutent, là, l'étalement urbain, là, moi, ça arrive continuellement qu'on me dit Terrebonne, c'est l'étalement urbain. Je veux juste le dire que les règles du PEMAD, ils s'appliquent à Montréal, à Laval, à Terrebonne. Ils s'appliquent partout. On a les mêmes règles du jeu. Alors, c'est important de souligner là, que cessons de parler, d'accuser qui fait de l'étalement ou non et travaillons donc plutôt à développer les parts modales. Tantôt, on a parlé que c'était 42% disaient que c'était la priorité. Mais vous savez, dans les objectifs que la CMM s'était donné, c'est un objectif de 35%. Mais la réalité, c'est que dans une ville comme Terrebonne et Mascouche, en ce moment, on est à 10%. Alors, du transport collectif, on en veut, mais on en veut de façon de plus grande qualité, avec une plus grande fréquence. Mais aujourd'hui, là, on développe en très haute densité. Mais je veux juste vous dire que notre premier casse-tête qu'on a en développant en haute densité, c'est qu'on diminue les places de stationnement.
mais on se bat avec nos nouveaux résidents qui nous demandent d'en créer davantage. Alors, vous voyez un peu ce débat-là qu'on a. On fait de la densité, mais on débat sur le nombre de places de stationnement, alors que notre but, c'est de valoriser le transport collectif. Alors, on a de grands défis qui sont devant nous en matière d'aménagement et je pense qu'on doit se mettre au travail tous ensemble pour les solutions. Merci, Monsieur Plante. J'ai vu Madame Plante réagir pendant votre intervention. Oui, bien, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec les propos de mes collègues, dont ce que Marc-André a dit. Moi, je pense que cette notion de recherche d'équité, je pense que faut l'entendre, c'est vrai. Puis justement, ce qui se vit là aux villes qui sont à l'intérieur de la CMM, mais c'est de l'autre côté, c'est vrai. Puis au niveau du transport collectif, ça devient de plus en plus évident qu'il y a une pression qui est différente sur les citoyens et citoyennes qui se retrouvent à l'intérieur de la CMM sans le savoir, là, parce qu'on s'entend que les citoyens ne savent pas ça, versus la ville à côté. Et c'est là, je pense, l'intérêt de créer de la solidarité, de pouvoir avoir des objectifs communs. Et quand on parlait du PEMAD tantôt, c'est de dire, ben nous, on a réussi à le faire avec 82 municipalités. Moi, je suis à la même place que Marc-André. L'idée n'est pas d'agrandir le PEMAD ou d'agrandir la CMM. C'est plutôt de dire comment est-ce qu'on travaille avec des objectifs communs, avec nos réalités respectives à l'intérieur de la CMM et à l'extérieur de la CMM. Et une des clés, surtout quand j'entends mes collègues, c'est l'acceptabilité sociale. Parce que justement, les gens ne comprennent pas. Là, beaucoup de choses qu'on se dit entre nous, ils disent, ben là, moi, je veux juste payer moins de taxes. Je pense que soit les citoyens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pouvoir stationner leur voiture. Donc, ils ont des considérations très pratico-pratiques et on les comprend. Alors, il faut pouvoir amener et c'est là que je ramène le PEMAD et dans la conversation que le gouvernement du Québec vient d'entamer, je pense que j'ai envie de dire, il faut absolument inclure les citoyens et citoyennes. Il faut qu'ils comprennent quels sont les objectifs à long terme de certaines, on pourrait dire restrictions, mais certains objectifs que, par exemple, nous, à l'intérieur de la CMM, on a mis. Et pour donner un exemple très précis parce que cette réflexion-là va être sur du long terme, on s'entend, oui. Surtout si on veut inclure la population, ce que je souhaite ardemment, la société civile. Mais dans l'immédiat, là, la question du transport et de l'aménagement, c'est clé pour les raisons que plusieurs de mes collègues ont évoquées. Donc, de faire nous, ce qu'on souhaite rapidement, c'est créer des ententes avec les villes à l'extérieur de la CMM, justement pour favoriser le navettage, favoriser le partage des infrastructures, mais partager également les coûts pour s'assurer que quand on veut faire un développement dans un coin, ça n'a pas un impact négatif sur l'autre. Alors moi, je pense que dans le court terme, on a une solution très pratico-pratique, très efficace, d'ouvrir les canaux de conversation sur le partage équitable des coûts et des infrastructures en lien avec le transport. Puis au fur et à mesure que cette discussion pan-québécoise va se poursuivre, ben je pense qu'on a beaucoup à partager, la CMM et les maires et mairesses et les préfets également là, sur comment réussir à s'entendre. Merci, Madame Plante. Vraiment, cette notion d'acceptabilité sociale et aussi le rôle, finalement, que le gouvernement aussi peut jouer à travers cette conversation nationale. C'est ce que j'entends avec l'implication citoyenne dans la réflexion. Ça va aider justement à ce changement de culture qu'on doit avoir. Je veux juste aviser nos participants qu'il y a des questions, qui sont en train d'être posées. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais les questions actuellement auxquelles vous pouvez répondre, c'est est-ce que l'étalement urbain au pourtour de la CMM devrait être une priorité du gouvernement du Québec? Et l'autre question qu'il va y avoir, est-ce qu'il faut revoir les limites territoriales de la CMM inchangées depuis 20 ans? Monsieur Tremblay, Bruno Tremblay, on a mentionné ces ententes de transport collectif avec les autres municipalités. Est-ce qu'il y a des discussions à l'heure actuelle entre la CMM et les municipalités des MRC du pourtour pour justement arriver à les rallier à nos ententes, entre autres sur le transport en commun? Écoutez, à ce niveau-là, je peux vous dire, j'y travaille très, très fort. Le problème, c'est que je suis obligé d'y travailler a posteriori parce que la situation que vous avez évoquée tantôt de Salaberry de Valleyfield, ben, malheureusement, je l'ai appris au mois de novembre, au moment où ils mettaient ça en opération le 1er janvier. J'en avais pas entendu parler d'un IOTA, donc c'est difficile à ce moment-là de travailler en amont.
Et ça m'amène à un point justement où il y a peut-être eu, depuis le début de la loi sur le transport métropolitain que c'était évoqué, c'est que dans la loi, il y a eu un trou. On a fusionné les transports en commun de la CMM alors qu'on aurait dû le faire selon les anciens CIT, d'intégrer l'ensemble des CIT dans la loi de façon justement à éviter ce fractionnement-là. Mm-hmm. Parce que c'est vrai pour Salaberry de Valleyfield, mais ça va être vrai pour Sorel. C'est déjà la situation à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est la situation de Saint-Hyacinthe. Il faut arrêter ce fractionnement-là absolument. Il faut ramener ça. Les anciennes CIT, c'était pas parfait parce qu'évidemment, on fonctionnait par cheminée, mais par contre, il fallait quand même fusionner l'ensemble des cheminées et non pas de desservir uniquement, de circonscrire ça à la CMM. C'est une erreur fondamentale tant qu'à moi et il faut absolument que le gouvernement agisse à ce niveau-là. Je sais qu'on est plusieurs à passer ce message-là au gouvernement. Je l'ai passé pas plus tard que cette semaine encore à mon député. Il faut vraiment, et ça urge parce que les exemples qu'on a vus, on l'a vu dans le Haut-Saint-Laurent, la même Moses d'affaires, des chicanes à n'en plus finir sur la répartition des coûts, etc. Moi, je trouve que une municipalité qui fait sa publicité en disant, chez nous, vous ne payez pas pour la taxe sur l'immatriculation, puis vous allez payer moins sur l'essence. Je m'excuse, là, mais c'est peut-être pas correct, mais tant qu'à moi, c'est une honte. Quand tantôt, je parlais de solidarité. C'est exactement ça. C'est une réalité, mais au moins, faites-en pas publicité. Moses, gardons-nous une petite gêne entre nous. Soyons justement, mettons l'épaule à la roue, tout le monde ensemble pour y arriver. J'ai une autre réalité, puis et c'est celle du... On essaie de développer un transport urbain. Écoutez, on est une population de 13 500. Et je trouve qu'on est vraiment avant-gardiste à Beauharnois. On a un autobus urbain qui circule de 6h30 le matin à 19h ou 21h30, dépendant des journées, 365 jours par année. On essaie de se rapprocher des bassins de population, mais on a le syndrome du pas dans ma cour. Donc, il faudrait que l'autobus urbain passe soit sur la 30 ou uniquement sur la 132. Je m'excuse, là, mais du transport urbain, on le dit, hein? Urbain, c'est urbanisation. Urbanisation, c'est proche du peuple. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Je vais faire face à une pétition la semaine prochaine face à ça. C'est un non-sens. Et ça me fait sortir un petit peu des fois de mes gonds. Mais avec raison, mais donc cette acceptabilité sociale est intrinsèquement liée aussi au rôle que le gouvernement doit jouer. C'est ce qui ressort beaucoup. Et quand vous dites que c'est urgent, concrètement, vous vous attendez à quoi du gouvernement par rapport à la situation des CIT et tout ça pour que ça se règle le plus rapidement possible? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment qu'il fasse demain matin là-dessus? Il faut vraiment que le gouvernement vienne pallier à la lacune qu'il y a dans la loi, justement, d'avoir limité l'organisation du transport dans la couronne nord et dans la couronne sud uniquement aux villes faisant partie de la CMM. Ça ne tient pas la route et je vous le dis, là, depuis que le projet de loi a été en étude où ça a été dénoncé et il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là. Bon, c'est un autre gouvernement, ils ont beau jeu tant qu'à moi pour être capable de faire cette modification-là et il faut qu'ils la fassent le plus rapidement possible avant que le système, justement, explose de la façon dont on le voit particulièrement chez nous. Merci, c'est très clair. Monsieur Plante, on a parlé de la diversité des municipalités. Ils n'ont pas toutes la même réalité. On est arrivé à une entente avec le paiement. Est-ce que, en intégrant les municipalités du pourtour, est-ce que c'est réaliste de se donner des règles d'aménagement communes en sachant que la diversité des territoires est assez impressionnante quand même? Tout le monde n'a pas la même réalité. Vous pensez qu'on peut y arriver? Non, mais d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai toujours un certain inconfort que ce soit les 82 maires de la communauté métropolitaine qui va imposer à toutes les autres municipalités hors CMN comment les règles du jeu vont fonctionner. Je pense que c'est là qu'il y a un leadership gouvernemental qui doit être prise parce que automatiquement, on va se retrouver non pas dans un axe de solidarité et de coopération, on va se retrouver dans un axe de débat. C'est un peu normal que le
le maire qui ne fait pas partie de la CMM qui défende à ce que ses citoyens ne paient pas la taxe de l'essence pour le transport collectif, qu'il n'ait pas à payer un montant XY parce qu'il est en mesure d'offrir une offre de service en bénéficiant de nos infrastructures sans jamais ne les avoir subventionnées. Donc, je veux juste revenir que c'est un réflexe humain. Je connais peu de maires qui vont aller défendre sur la place publique l'importance que leurs citoyens paient plus de taxes pour pouvoir faire partie d'une grande communauté. Vous verrez jamais ça. Puis le jour que ça va arriver, ce sera certainement un changement de cap. Maintenant, je vous ramène à un élément. Mon collègue Bruno Tremblay a parlé de la taxe sur l'essence. Moi, je le vis, mes propres citoyens me disent, parce qu'on est très limitrophe avec Saint-Lin-Laurentide, mais les gens me disent toujours, ben moi, je vais mettre de l'essence à Saint-Lin, c'est toujours moins cher qu'à Terrebonne. Les gens n'ont pas compris que c'était moins cher parce qu'il y avait une taxe sur le transport collectif. Je pense que la taxe qui soutient le transport collectif devrait être élargie au-delà dans une formule de partage que le gouvernement pourra déterminer, mais elle devrait s'appliquer. Il faut cesser dès maintenant que les gens aillent mettre de l'essence à quelques kilomètres pour ceux qui sont au pourtour. Il faut créer une certaine zone de contribution. Le transport en a plus que jamais avec la pandémie besoin de nouveaux revenus. L'autre aspect qui m'amène à dire il ne faut pas aller dans l'angle de l'adhésion à la CMM. Il faut plutôt amener les municipalités et les MRC à adhérer aux objectifs du Grand Montréal et du pourtour du Grand Montréal. On pourrait appeler une certaine forme de zone tampon, une zone d'adhésion à des objectifs, mais il faut que ce soit encadré par le gouvernement du Québec. Ça ne peut pas être légiféré par les collègues des autres villes. Il faut que ces objectifs-là soient des objectifs communs que nous allons atteindre, puis que les règles du jeu vont être les mêmes, mais surtout que l'équité fiscale va être mise en place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Et la pandémie en ce moment, je tiens à préciser que c'est pas facile pour nous d'avoir cette zone de dialogue avec les municipalités au pourtour. Vous savez, le gouvernement a mis à peu près 1,2 milliard pour soutenir les déficits de nos sociétés de transport. Fait que c'est sûr et certain que les gens de Valleyfield, de Sorel ou de Saint-Hyacinthe ou de Saint-Jean-sur-Richelieu n'ont pas tellement le goût de se joindre à nous parce qu'ils voient bien qu'on est en rattrapage financier puis que c'est pas évident d'absorber ces déficits-là. Et donc, il y a un enjeu financier important. Et donc, ça m'apparaît important que le gouvernement assume un leadership. Puis je termine sur l'enjeu de l'équité. On le vit. Vous savez, le terminus de Bonaventure situé à Montréal, il y a eu des rénovations récemment pour les autobus. Vous savez que les gens de Sainte-Julie, pendant quelques années, ont dû malheureusement changer leur quai. Ce sont des utilisateurs de la CMM parce que pendant ce temps-là, on préservait les mêmes quais pour les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il va falloir à un moment donné que sur la CMM, qu'on donne priorité à nos citoyens au niveau du transport collectif. Chaque fois qu'il y a des investissements puis des réaménagements, on a l'impression que nos citoyens sont les premières victimes de ces ajustements. Alors aujourd'hui, là, il faut envoyer un message qu'on est tous dans le même bateau, tout le monde doit payer, puis personne. Si vous bénéficiez des infrastructures métropolitaines, vous devez contribuer de la même façon que tout le monde. Voilà. Merci. Ça aussi, c'est très clair, un rôle de leadership. Monsieur Tremblay, Guillaume Tremblay. Alors, sachant cela, si aujourd'hui vous êtes à la place de la ministre des Affaires municipales, vous faites quoi demain matin là pour freiner l'étalement urbain, ramener l'équité entre les municipalités du pourtour? C'est quoi le premier geste que vous posez? Si vous devenez Leila, première ministre demain matin et que vous me donnez cette belle responsabilité de ministre des Affaires municipales, clairement, le premier geste que je vais poser personnellement, c'est de mettre je donnerai plus de modifications au niveau des schémas d'aménagement. Là, on prend un break, on fait notre grande conversation, mais on attend avant de faire d'autres modifications, de un. De deux, je dirais très clairement que le statu quo est terminé. C'est impossible de garder le statu quo. Je pense qu'il faut lancer un message clair et j'inviterais la CMM à venir me rencontrer, expliquer un peu notre vision, comment on voit les choses. J'inviterais aussi les villes au pourtour.
Mais à un moment donné, un peu comme mes collègues Valérie, Marc-André et Bruno ont dit, si le gouvernement, il va falloir qu'il tranche. C'est eux autres les leaders à cet égard-là. Puis après avoir entendu des deux côtés, et je le répète, le statu quo est terminé, il va falloir qu'ils tranchent. Est-ce que c'est d'intégrer à la CMM? Est-ce que c'est de venir contribuer? Je pense qu'ils vont être assez autonomes. Moi, le gouvernement est là pour prendre des décisions. Mais clairement, il faudrait dire haut et fort que le statu quo est terminé. Puis, ça sera à eux à prendre la décision, selon moi. Mais il faut agir parce que là, les iniquités, on l'a assez répété un nombre de fois, ils commencent à être très, 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 très grandes. Et c'est toutes les villes qui en payent le prix. Et je le répète, chez nous, ça amène beaucoup de circulation locale, toute cette réalité-là. Puis, aussi au niveau des schémas d'aménagement. Moi, quand je m'arrête, là, on me dit que je suis un gouvernement de proximité. Ma réalité, c'est d'être connecté sur ma population. Moi, mes gens, ce qu'ils me demandent, c'est oui, c'est d'avoir plus de transports en commun, mais tout au niveau des problèmes de l'environnement, ils me demandent, s'il vous plaît, monsieur le maire, faites attention à notre territoire agricole. Bruno, tantôt, a dit que son territoire aux 2 tiers est agricole, si je me souviens bien. Moi, chez nous, c'est aux 3 quarts. J'ai près de 75% de mon territoire est agricole et j'en suis fier et j'en suis heureux. Mais c'est pas normal qu'une ville juste à côté décide demain matin de prendre des terres agricoles. On dirait que c'est un non-sens, puis des fois, dans des décisions, on a de la difficulté à les comprendre dans ce sens-là. Donc, revenons à la base, revenons au changement climatique, pensons à nos terres agricoles. Pour moi, c'est important. Donc, comme ministre, ça serait un peu ma façon de voir les choses, mais j'aurais une grande conversation, mais à terme avec un résultat en expliquant dès le début que le statu quo est terminé. Merci. Avec des objectifs. Merci. Madame Plante, ça vous interpelle? Oui, en fait, Guillaume a dit, là où je voulais aller également, depuis tantôt, on parle beaucoup des coûts, puis il ne faut pas les minimiser parce qu'on voit l'iniquité, ça c'est clair, mais la protection des terres agricoles, je pense que ça aussi, il ne faut pas le négliger. Merci Guillaume d'en avoir parlé. On parle qu'on veut être plus résilient, plus autonome au niveau, au niveau alimentaire, au niveau de notre capacité à produire au Québec. Les meilleures terres, ça reste toujours bien autour du fleuve Saint-Laurent, entre autres. Donc, je veux dire, il faut les protéger, il faut se donner les moyens de ces ambitions-là. Il faut penser à long terme. Donc, moi, en tout cas, ça, c'est une grande préoccupation que je pense qu'il faut mettre de l'avant. Et les espaces verts, quand j'entends Bruno qui dit, moi, mes citoyens veulent pas, je protège, que je fasse un parc linéaire sur le bord du lac Saint-Louis, on comprend, nous, on vit ça également. Et ce sont de bons objectifs, mais encore faut-il aussi avoir les moyens de le faire. Donc, ça veut dire que ça peut pas être juste à Bruno tout seul avec sa capacité d'avoir les moyens financiers avec sa taxation, de dire, moi, je vais sauver, je vais faire un parc au complet. Ça demande, c'est vraiment pas facile. Et on voit aussi la pression, je pense à l'IRI, la municipalité qui vit une grande pression de créer, de déboiser ou de mettre de côté des terres ou des espaces verts. Fait que tout ça est interconnecté. Et n'oublions pas la question de l'étalement urbain. On le sait, l'étalement urbain, c'est quand on construit de plus en plus loin et on doit créer des infrastructures, de la tuyauterie, des routes. Et souvent, exactement, mais souvent aussi, cet étalement-là n'a pas nécessairement les infrastructures sportives. Et donc, ça met également une pression sur les municipalités autour qui, elles, l'ont payé, l'ont fait pour leurs citoyens sans vouloir être égoïste. Mais à un moment donné, ça met aussi une pression sur les routes, mais également sur les infrastructures municipales. À Montréal, où on le vit également. Donc, j'aimerais ça qu'on soit aussi, et de là l'importance du leadership du gouvernement du Québec. Il y a un plan climat, il y a des objectifs d'atteindre, de diminuer nos gaz à effet de serre, d'atteindre tel pourcentage, d'atteindre une plus grande autonomie alimentaire. C'est autant d'éléments qui doivent être considérés. Et la dernière chose, on a oublié une question qui est celle de l'habitation puis même du développement économique. Et ça aussi, ça fait partie du PEMAD, de s'assurer qu'on crée du logement pour aussi toutes les catégories de gens. Puis quand on travaille ensemble, on est beaucoup plus solidaires parce que des personnes qui ont moins de moyens, c'est pas juste à Montréal. Il y en a à Terrebonne, il y en a à Beauharnois, il y en a probablement même à Saint-Lin, il y en a partout. Alors, il faut qu'on soit capable de se donner des objectifs, des critères, des façons de fonctionner. Il va y avoir une équité, mais j'ai envie de dire une vision globale. Quel genre de société, quel genre de province dans laquelle on veut vivre? Parce qu'entre vous et moi, la discussion qu'on a en ce moment, au début, c'était un peu Montréal versus Laval et Longueuil. Hein?
On se dit, hey, c'est nous autres, Montréal, qui payent, puis eux, ils profitent de notre transport collectif puis de nos infrastructures. Et là, tranquillement, ça s'étire. Maintenant, c'est Beauharnois, c'est Terrebonne, c'est Mascouche. Alors, ça va juste continuer comme ça. Donc, jusqu'où on va aller dans cette logique qui, au final, n'est pas durable et n'est pas viable pour les municipalités à l'intérieur de la CMM dans ce cas-ci. Mais comme on disait, je pense vraiment qu'on a des bonnes pistes en ce moment. On ne demande pas l'impossible, on demande d'avoir une entente rapide, une conversation au niveau du transport. Puis, évidemment, on demande au gouvernement du Québec, dans cette grande réflexion-là, de penser à long terme, de penser aux générations futures, puis d'établir des critères puis un dialogue avec la population. Je pense qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. On a un bon cocktail avec ça, je crois, gagnant. Une dernière question pour vous, Madame Plante, parce que donc cette réflexion-là au PEMAD, elle a eu lieu, et puis est-ce que vous pensez que ça peut inspirer le gouvernement du Québec? Le travail qui a été fait, la façon de réfléchir en concertation, un PEMAD à l'échelle du Québec, est-ce que c'est possible d'après vous? Moi, écoutez, je pense, puis on s'entend, là, je suis mairesse de Montréal depuis 4 ans. Donc, c'est pour ça que je saluais tout le travail de mes collègues avant moi. Tu sais, vraiment, là, parce que, puis on m'en parle, puis même encore, on vit des tensions, là. C'est pas simple. Puis on est 82 municipalités, mais on trouve le moyen, on s'est créé des instances pour le faire. Donc, à un moment donné, des fois, à trop ouvrir, ou du moins de dire, OK, ça va être toute la même chose. Moi, je pense qu'on peut, diluer, je ne sais pas si on pourrait dire diluer, mais disons-le comme ça, à un moment donné, s'il y a trop de monde, c'est difficile de s'entendre. Moi, et veux pas, ce qui se passe à Montréal et dans la première couronne et la deuxième couronne peut être différent de ce qui se passe à Chibougamau. Là, en fait, je pense que ça doit être très différent de ce qui se passe dans une autre région du Québec. Mais clairement, je pense que pour je pense à la capitale nationale, je pense à la métropole, la région métropolitaine, il y a une nécessité d'action rapide pour arriver à des ententes. Et ça, c'est tout à fait possible. Parce que le moment où on ouvre la CMM, moi, j'ai peur que cette question de gouvernance prenne le dessus sur l'objectif premier, Exactement, qui est de trouver une équité, d'avoir un canal de discussion puis de créer de l'acceptabilité sociale. Moi, c'est ça la priorité, d'abord et avant tout. On pourra voir dans quelques années si c'est pertinent ou pas. Mais je peux vous dire que, pour l'instant, la CMM fonctionne bien, puis on ressent un besoin de travailler de concert avec nos collègues de l'autre côté de la clôture, si je peux dire. Et ça peut se faire très rapidement avec de la volonté gouvernementale, bien sûr, mais aussi avec la CMM. Merci. Donc, des objectifs communs avant des mécanismes complexes, si je comprends bien. Monsieur Tremblay, Bruno Tremblay, vous vouliez intervenir là-dessus avant qu'on passe à la période de questions. Oui, ben écoute, brièvement, tantôt on a parlé justement de l'ensemble des infrastructures, les espaces de stationnement et tout. Et ça va justement à l'intérieur du PEMAD. Les gens, il faut qu'ils réussissent à comprendre tous ces enjeux-là. Ce qu'il faut, nous, comme municipalité, comme décideurs à ce moment-là, c'est de s'assurer de redonner autour, justement, de s'assurer qu'on va faire des parcs, qu'on va être capable d'aménager des espaces publics conséquents. On a investi énormément dans nos parcs dans les dernières années, mais il faut que c'est un des volets, justement, qui va avec le PEMAD, et je pense que, évidemment, ça va aider à que les gens acceptent, j'ai trop de mots dans ma bouche, que les gens acceptent ce volet-là, justement, de dire, ben écoutez, ça va avec ça, mais il faut qu'ils comprennent qu'en même temps, il faut absolument diminuer. On peut pas faire 2 espaces de stationnement par logement et être capable de faire des parcs en même temps. Là, le territoire ne suffira pas. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait des conséquences qui viennent avec ça. Je veux revenir sur un volet de l'équité aussi au niveau du transport en commun. On a parlé de beaucoup de choses, mais il y a un volet qui est important, c'est actuellement, là, nos stationnements incitatifs sur les villes de pourtour avec les situations qui se passent sont envahis justement par les résidents des autres villes. Moi, je le vois depuis que la ligne vers Valleyfield a été scindée. Mon stationnement incitatif n'a jamais été aussi plein que ça. Et si je faisais le relevé des plaques, là, je pense pas que ce soit tout le monde de Beauharnois qui soit retourné au travail soudainement. Donc, c'est une réalité. Mon confrère de la Prairie nous en parle régulièrement. C'est la même situation chez eux. Et aujourd'hui, on est sur un vaste projet avec la RTM au niveau de la tarification, d'unification, de réduire le nombre de titres. Mais il va falloir absolument que les titres qui soient achetés aillent avec le lieu de résidence des gens.
avec des preuves. Parce que oui, actuellement, on a juste, c'est ça, je vais aller acheter ma passe au dépanneur on va prendre la prairie, mais encore prendre mon confrère Donat. Je vais aller acheter ma passe à la prairie, ça va me faire sauver des coûts. Non, ton adresse est où? Puis il faut absolument que cette réalité-là en fasse partie. Là, c'est pas de taper sur nos voisins. Puis je comprends très bien tantôt l'intervention de Marc-André quand il dit c'est sûr que humainement parlant, on va toujours travailler pour nous, mais moi j'essaie d'avoir justement une vision qui soit beaucoup plus globale à ce niveau-là. C'est pour ça que quand on parle d'équité, de solidarité, je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre et se donner les moyens d'y arriver. Merci, merci infiniment. Là. Vous êtes très généreux de vos commentaires et de tout ce qui se passe sur votre territoire. Je pense que ça donne un son de cloche important aussi. La réalité avec vos citoyens, c'est aussi, en fait, c'est la clé de tout. On a eu les résultats des deux questions qu'on a mis au jeu. Donc, je pense qu'elles vont apparaître à l'écran. Donc, est-ce que l'étalement urbain au pourtour de la CMM devrait être une priorité du gouvernement du Québec? Alors, à 93%, oui. Alors, je pense que vos interventions en ce sens-là résonnent aussi auprès de nos participants. Et on a eu une autre question qui a été posée. Alors, faut-il revoir les limites territoriales de la CMM inchangées depuis 20 ans? Et là, c'est plus moitié-moitié, pas moitié-moitié, mais 50%. On dirait que pour 57% de nos participants pensent ça. On a bien compris de vos interventions qu'avant de revoir la gouvernance, cap sur l'objectif pour travailler tous ensemble. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose là-dessus, mais je pense que ça a été abordé à plusieurs reprises là, depuis le début des échanges. Et donc là-dessus, on va aller chercher parmi les questions que les gens nous envoient. Il y en a beaucoup. Alors, il y a une sélection qui a été faite. D'abord, une première question. On a beaucoup de commentaires aussi. Le rang du Très-Carré à Sainte-Anne-des-Plaines reçoit plus de 20 000 véhicules par jour. Un rang agricole qui est devenu une autoroute. Alors, et ce sont uniquement les citoyens de Sainte-Anne-des-Plaines qui en paient l'entretien. Donc, c'est l'illustration de ce que vous évoquiez, Monsieur Tremblay, Messieurs Tremblay, en fait, et Monsieur Plante. Donc, là, on a une question. Vraiment, vous parlez beaucoup de faire des grandes tours. Ne croyez-vous pas qu'il y a d'autres modèles de densité qui permettraient aux citoyens de mieux accepter la densité en banlieue? Est-ce que du 4 à 6 étages avec moins d'espace au sol, mais de meilleurs espaces publics et services de proximité, par exemple? Donc, j'interpelle nos collègues. Monsieur Plante, oui. D'abord, rapidement, je suis très sensible à cette question. Vous savez, 20 000 automobilistes qui circulent sur un rang à Sainte-Anne-des-Plaines, alors que la population a moins de 20 000. Alors, c'est pour vous dire qu'à chaque jour, les gens de Sainte-Anne-des-Plaines accueillent plus de personnes, d'automobilistes qui ont de citoyens. Si c'était minimalement pour venir travailler dans leur municipalité, contribuer ou faire de l'achat local, mais c'est uniquement pour transiter vers la communauté métropolitaine de Montréal. C'est un exemple frappant. On pourrait en dire autant pour la route 337 dans le secteur La Plaine à Terrebonne ou à Mascouche. Puis on pourrait faire la même chose à peu près toutes les routes au pourtour de Montréal. C'est la même situation. Ça amène un autre élément, c'est qui paie l'entretien des routes dans les rangs et tout ça. C'est sûr et certain que les quelques agriculteurs, quand ils se voient refiler une partie de la facture d'entretien de la route, ils savent bien que ce n'est pas leur camion qui servent à nous nourrir quotidiennement qui devrait normalement financer l'entretien de ces routes-là. Alors, il y a là tout un enjeu auquel ces 20 000 véhicules-là, normalement, il faudrait qu'il y ait une offre de transport collectif qui est efficient. Souvent, l'offre n'est pas nécessairement présente et ça nous ramène à cet enjeu-là. Comment on va favoriser la mobilité durable? Quand je le répète,
tantôt, je disais 10% des citoyens de Terrebonne et de Mascouche utilisent le transport collectif. Ben, je pourrais revirer la question en disant qu'il y en a 90% qui prennent leur véhicule pour aller travailler. La question, c'est comment on va travailler pour atteindre le 15, le 20, le 25%. Et là, ça nous ramène à tout le débat de l'offre de service qui doit être bonifiée grandement. C'est un défi qui est important. Vous savez, récemment, on s'est réjoui de l'arrivée du REM dans l'est de Montréal, mais en même temps, on a dit on pourrait se réjouir encore plus s'ils pouvaient s'en venir sur la couronne nord parce que ça permettrait aussi à nos citoyens, plutôt que de prendre leur véhicule pour aller sur l'île de Montréal, ça leur permettrait à eux aussi d'avoir un service de transport efficace. Et c'est tout ce travail-là qui doit se faire dans la couronne nord et la couronne sud. Et c'est là qu'il va falloir aussi intégrer dans ce débat-là et dans cette discussion-là les citoyens qui sont au pourtour de la couronne nord et la couronne sud. Ils contribuent à la congestion routière et ils doivent nécessairement faire partie de la solution pour une offre de transport collectif. Et il est là le débat, c'est qu'on ne pourra jamais demander aux gens des couronnes nord et ou des municipalités en périphérie de la CMM de prendre le transport collectif si pour eux, c'est de prendre le véhicule, d'aller se stationner, de prendre un autobus, de débarquer au REM, d'arriver au REM, d'arriver à la station Honoré-Beaugrand, de débarquer, de reprendre le métro. Écoutez, il n'y a personne qui veut changer de 4 moyens de transport pour se rendre à destination. Alors, il faut absolument que les modes de transport lourd s'en viennent sur la couronne nord et la couronne sud. Nos citoyens veulent payer, mais veulent du service aussi. Voilà. Évidemment. Monsieur Tremblay, vous aviez, Guillaume, je vais y aller très rapidement, madame, oui. Si vous le permettez. Dans la question, il y avait pourquoi pas faire juste des 3-4 étages. Oui, des 4 à 6 étages, oui. Il y a une réalité de densification pour le transport en commun, oui, mais il disait de faire des 4 à 6 étages avec des commerces de proximité. Moi, vous donnez l'expérience que j'ai présentement dans notre Dodge chez nous. On a peut-être 2000 personnes présentement, puis là, ça continue la densification, puis on a des bâtiments avec des commerces de proximité au bas. C'est pas facile à louer parce que la densification n'est pas encore là. Donc, si on avait juste des 3-4 étages, même pour les commerces de proximité, on parlait de transport, mais aussi pour les commerces de proximité, ça ne serait pas rentable. Donc, il y a tout ça qu'il faut bien sûr réfléchir. Une masse critique, hein? C'est ça, ça prend une masse critique pour y arriver. On en a parlé tantôt, une question à la base, l'urbanisation en périphérie semble liée à un problème de richesse. On y trouve une concentration de ménages à bas revenus qui doivent se rabattre sur des logements à coût moindre en périphérie. Peut-on agir rapidement sur des règles d'urbanisation sans affecter cette population à faible revenu? Est-ce que quelqu'un veut se lancer là-dessus? Me lancer. Écoutez, effectivement, c'est une réalité avec laquelle on vit effectivement. Quand on regardait le prix moyen des maisons de l'ensemble des villes de la CMM, Beauharnois était loin de figurer au sommet. Et sauf que ça avait l'effet, justement, non seulement la valeur n'y était pas, mais ça dénotait aussi, malheureusement, le sous-investissement dans les logements locatifs où notre parc immobilier se dégradait, il vieillissait très, très mal. On a le problème parce que, et tantôt Valérie en a parlé, il faut s'assurer justement que on soit capable de maintenir du logement abordable, d'être capable de continuer de développer dans ce sens-là. Actuellement, notre taux de vacances à Beauharnois est à 0,2 %. C'est du jamais vu, là. Mais c'est pas uniquement sur la base des gens qui peuvent être plus démunis, c'est aussi sur le fait qu'on n'en a pas de logement. On attend désespérément. On a un projet de 48 logements et ça en prendrait minimalement 3 fois plus que ça pour répondre au minimum de ce que nous avons en liste d'attente. On travaille très fort avec l'OMH à ce niveau-là, mais les ressources n'y arrivent pas pour qu'on soit capable de développer. On a du développement résidentiel qui se fait actuellement. On essaie de pousser sur les promoteurs pour faire un peu ce que Montréal a essayé de faire, de dire il faut absolument réserver un certain nombre de logements, mais évidemment, quand on est en périphérie,
on parle de masse critique, on parle de rendement, ben c'est beaucoup plus difficile d'y arriver. Donc, il faut absolument que le gouvernement nous donne un coup de main à ce niveau-là, qui débloque des projets. Je vous parle juste d'un 48 logements. Ça fait 4 ans qu'on attend après des subventions pour être capable de réaliser qu'un 48 logements. Là. Donc, il faut vraiment être capable d'agir rapidement à ce niveau-là. Effectivement. Madame Plante, vous voudriez intervenir là-dessus? Oui, juste rapidement, je veux dire, ce que M. Tremblay, ce que Bruno dit est tout à fait vrai. Puis là où je trouve ça intéressant, c'est que présentement, c'est le ministère de l'habitation et aussi du territoire, là, des municipalités. Donc, tant mieux parce que tout est interrelié. Je pense que c'est ce qu'on est en train de dire également. C'est que si on veut pouvoir offrir du logement, soit social, mais sinon abordable, parce que on parle, il ne faut pas oublier que la classe moyenne a de plus en plus de la misère à se loger. C'est pas pour rien qu'elle s'en va de plus en plus loin, là, parce que c'est de plus en plus cher. Mais il faut pouvoir avoir des projets porteurs. Et ça, c'est souvent lié à une densité. Donc, si on a des logements, ben là, déjà, c'est plus facile de faire du logement abordable ou social. Mais il faut aussi que là, je sais que c'est un autre sujet, mais il faut aussi que les sommes qui sont attribuées par Québec ou du logement social correspondent au prix de la région métropolitaine. Parce que ça aussi, c'est un problème. Parce que, voilà, tout est dans tout. Si je peux dire, ça coûte plus cher faire du logement social à Montréal et dans la région métropolitaine qu'à Sept-Îles ou ailleurs. Donc, ça aussi, c'est interrelié. Transport, habitation et développement du territoire. Merci. Guillaume. Je vais y aller rapidement encore. Écoutez, vous savez aussi, tantôt on parlait de l'avantage de la CMM puis le Grand Montréal. Ce qui est intéressant, vous savez qu'on a une commission, puis c'est Marc-André d'ailleurs qui siège sur la commission du logement social. Mais quand on dit, tantôt on parlait de solidarité, Bruno parlait beaucoup de solidarité. Nous autres, dans notre coin, Marc-André est arrivé avec un projet de logements sociaux. Puis au lieu d'être en compétition avec, vous savez comment que ça fonctionne, mais on a Repentigny, Mascouche, on a travaillé tout en collaboration avec Marc-André. Puis les projets sont là présentement. Donc, tu sais, la solidarité, quand on fait partie de la CMM, elle est là, elle est présente. Et moi, je trouve ça important de la mettre de l'avant parce que des fois, il y a des gens qui nous demandent c'est quoi l'avantage de faire partie de la CMM. Bien, toute cette solidarité des villes qui en font partie, moi, je trouve ça vraiment fort. Puis, on l'a vu il y a 10 ans. Puis aujourd'hui, on est tous des nouveaux, à part Chantal qui est encore là. Mais on a encore toute cette même solidarité. Donc, moi, je trouve ça fantastique. Merci, M. Tremblay. M. Plante, je vous laisserai le mot de la fin. Ben moi, je voulais tout simplement vous dire la conjoncture actuelle depuis un an, puis la pandémie. C'était un des messages que je voulais aborder aujourd'hui, a accentué tous les problèmes d'aménagement et de développement dans nos villes. Bruno disait 0,2 %. Nous, à Terrebonne, on est à 0,6 %. Et Terrebonne et Mascouche, l'an passé, en termes d'émissions de permis, on a battu les records des 20 dernières années. Alors, on ne peut pas dire que on ne fait pas de développement puis que la pénurie est causée parce qu'il n'y a pas de logement qui se construit. On a battu des records l'an passé, en pleine période de pandémie. Et aujourd'hui, les logements qui se développent sont à un prix excessivement élevé, il faut le dire. Et nous, à Terrebonne, on est prêt à développer 300 logements sociaux. Alors, et puis l'autre élément que je vais ajouter, pour la première fois dans notre histoire, il y a 2 ans, et ça se poursuit, il se construit plus de logements locatifs à Terrebonne que de logements de type condo à vendre. Alors, il y a vraiment un changement de paradigme. C'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant que ça se passe aussi en banlieue. Mais je nous ramène en disant que la crise du logement provoque vraiment des situations problématiques et ça provoque aussi de l'étalement urbain parce que des gens qui travaillent sur nos territoires, qui sont littéralement chassés de la CMM, faute de logement parce qu'on est incapable de faire du développement, d'avoir des logements sociaux, que ce soit à Montréal, on connaît la problématique, mais la crise du logement, elle est partout dans les banlieues. Et cette semaine, j'ai vu un reportage à Radio-Canada qui nous parlait de la crise du logement à Joliette et à Saint-Calix. J'étais tellement heureux de voir un reportage comme celui-là, je me suis dit, enfin, on commence à découvrir là, que la crise du logement déborde de la CMM et ça nous amène tous, il faut amener les décideurs publics à une action publique. Les lendemains de la pandémie vont être excessivement difficiles quant à tout le niveau de revenus, les gens à se loger, mais aussi à la proportion qu'ils consacrent à leur logement. Ça va contribuer grandement à affaiblir financièrement
les gens les plus vulnérables de notre société. Alors moi, je profite encore de cette tribune-là pour le dire. Je sais que Mme Plante le dit régulièrement, puis mes collègues aussi, là, mais je le répète, il y a une action qui doit être posée au niveau québécois parce que les lendemains vont être très difficiles pour les gens les plus vulnérables de notre société qui sont majoritairement des femmes, des aînés qui vieillissent seuls, souvent au féminin, famille monoparentale. Alors, je pense qu'on a une responsabilité. Alors, moi, je me permets de le dire à chaque fois que j'en ai l'occasion, comme aujourd'hui. Merci. Merci, c'est très bien résumé. Alors vraiment un leadership gouvernemental, des objectifs communs, une solidarité municipale essentielle d'abord pour l'acceptabilité sociale aussi, cette notion d'équité qu'on doit ramener à travers les municipalités et avant tout les citoyens qui sont au cœur de nos préoccupations. Pour la suite, je vous remercie infiniment, Madame Plante, Monsieur Plante, Messieurs Tremblay. C'était un grand plaisir de s'entretenir avec vous aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous est le 16 avril, soit vendredi prochain. Nous aborderons la question de la diversification des sources de revenus en lien avec le financement du transport collectif. Donc, la suite vraiment d'aujourd'hui. Et ce sera la même formule d'ailleurs. 4 élus pour nous éclairer sur ce thème-là. Alors, nous aurons avec nous la mairesse de Repentigny, Madame Chantal Deschamps, dont on a parlé à plusieurs reprises aujourd'hui. La mairesse de Sainte-Julie et la présidente de l'UMQ, Madame Suzanne Roy. Le maire de Deux-Montagnes, Monsieur Denis Martin, et enfin Monsieur Éric Allen Caldwell, qui est conseiller municipal et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. Pour assister au webinaire de l'Agora, vous n'avez qu'à vous inscrire sur le site à chacun des événements auxquels vous souhaitez assister. C'est gratuit. Vous êtes tous les bienvenus. Merci infiniment. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.